de pouvoir répondre, à des meilleures performances énergétiques des bâtiments. Avant de donner la parole à Monsieur Bévier, je vais donner quand même quelques informations de contexte et des informations pour le bon déroulement du webinaire. Mais je vois que vous êtes déjà bien habitué à participer à des webinaires et donc je demanderai à chacun de couper le son. euh, la petite vignette qui se retrouve ici en bas à gauche et de couper son image, sa vidéo. Pour les moments d'échange et des questions-réponses qui se feront en fin de webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la petite icône discussion. Donc, vous devez cliquer sur l'icône discussion et vous pouvez écrire vos messages à tout le monde. Comme ça, tout le monde est au courant de votre question à cet endroit qui est situé sur le PowerPoint, ce qui permettra de pouvoir avoir des échanges efficaces et productifs et répondre à un maximum de vos questions avec Monsieur Bévier. Euh, voilà. Alors, s'il y a besoin, mais ça c'est vraiment en dernière limite, d'avoir des informations orales ou des précisions orales vous voulez donner des informations oralement, vous pouvez lever la main et alors on vous donnera la parole. Euh, Voilà pour les éléments d'introduction. Donc, avant de commencer, quelques éléments encore techniques. Donc, on va enregistrer ce webinaire parce que comme ça, on peut podcaster le webinaire et qu'il soit accessible par la suite pour des gens qui n'auront pas eu l'occasion de nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, merci de couper vos micros et vos caméras tout le long de ce webinaire. Alors, peut-être un petit slide pour présenter comme un espace environnement qui organise ces webinaires. L'ADN d'Espace Environnement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est faire vivre la participation au quotidien à travers toute une série de thématiques liées à l'environnement ou à l'habitat que vous voyez affichées sur le slide de présentation. Et donc ici, on est bien dans la thématique autour du patrimoine et un subside nous est octroyé par la WAP pour valoriser et sauvegarder le patrimoine bâti et naturel wallon. Et on a commencé dès l'année passée un cycle d'information et de sensibilisation sur comment au mieux préserver le bâti tout en améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Donc, on a mis en place toute une série de webinaires qui veut apporter des réponses et des conseils, que ce soit aux particuliers ou aux professionnels, sur leur projet de rénovation du bâti ancien. Alors, c'est chaque fois les mardis pendant 1 heure et un moment où on invite chaque fois un expert sur la thématique qui est abordée lors de cette heure de midi. Et puis, on a une vingtaine de minutes de questions-réponses avec cet expert. Euh, pour l'année passée, on a eu l'occasion d'accueillir Hélène Grossen d'Arte Constructo qui a parlé de la chaux, qui est un matériau incontournable pour la préservation du bâti des anciens. Et vous pouvez avoir accès à ce webinaire et à une fiche synthétique qui a été récemment réalisée à partir des éléments de ce webinaire via le QR code qui est affiché ici sur l'écran. On a eu aussi l'occasion d'avoir une autre thématique sur la rénovation biosourcée, une association gagnante qui mettait en exergue, en évidence, les matériaux biosourcés utilisés dans le cadre de rénovation. Et là, on n'a pas eu Nicolas Claus qui est intervenu, mais Guillaume Graoué de la société Ecoé qui est venu parler sur les matériaux biosourcés. Et donc, vous avez également, via le QR code, un lien vers le webinaire et la fiche synthétique qui a été récemment réalisée. Pour cette année, donc on est le 14 mai, on a l'occasion
quelques minutes d'écouter Monsieur Bévier sur l'isolation intérieure. Mais il faut savoir que pour 2024, on vous propose encore deux autres moments de partage. Le 15 juin, le samedi 15 juin, des visites inspirantes qu'on a dénommées Rénover en harmonie avec l'âme du bâti ancien. Et là, vous aurez l'occasion, en vous inscrivant via le QR code qui est sur la slide, de visiter deux bâtiments qui ont été rénovés et agrandis. Une maison urbaine rénovée au pied des jardins suspendus à Thoin et un ancien corps de ferme rénové à l'Aube. Et donc là, pour participer à ces visites inspirantes, vous êtes amené à vous inscrire via le QR code. Nous aurons également un webinaire le 15 octobre, également un mardi pendant un peu plus d'une heure, sur la thématique des sgraffites. Comment conserver au mieux ces sgraffites et les restaurer, aussi avec des trucs et astuces d'une experte et une restauratrice qui a cette expertise et qui vous en informera à ce moment-là. Ah, les gens. j'étais- Moi, je n'entends plus rien. Oui, voilà, je crois que j'avais un souci parce que j'avais mon micro coupé. Donc excusez-moi. Là, vous m'entendez? Moi, Oui. oui. Oui, Oui. oui, ok, ça va. Excusez-moi, j'ai fait la présentation de mon PowerPoint avec mon micro coupé, mais donc je n'ai pas entendu. Je n'ai pas remarqué. Donc, je vais quand même donner déjà la parole à Monsieur Bévier. Et vous avez pu, en tout cas, voir les différentes slides. Donc, Monsieur Bévier, je vous donne l'info. Je vous donne le lien. Vous Euh, pouvez partager votre écran. on va voir. J'espère que ça va marcher comme à la préparation. Voilà, parfait. Je vous laisse la parole, Monsieur Bévier. Oui. J'ai toute une série de sonneries qui arrivent dans mon casque. Je Oui, ne sais pas si c'est normal, mais j'ai l'impression que je vais prendre un avion pour Monaco, Berlin. Dans la minute, je dois partir à Chypre et à... Et, OK. effectivement, comme vous êtes co-hôte, il y a les participants qui continuent à arriver. Et donc OK. voilà, c'est chaque fois tac toc. Eux, ils vont Voilà, rater l'avion, en tout cas. Donc, voilà. OK. Donc le décollage est prêt. On est prêt à décoller, monsieur. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle André Bévier. J'ai un passé de menuisier, donc menuisier indépendant pendant plus de 30 ans. Et pendant cette époque, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc des personnes qui m'ont appris beaucoup de choses au sujet de l'étanchéité à l'air, de la façon parfaite de mettre en place un isolant pour qu'il fonctionne réellement, en évitant tous les problèmes futurs de condensation, de moisissure, etc. Et donc, j'ai changé de métier et j'ai glissé, je suis devenu conseiller technique pour l'entreprise Isoproc, dont vous avez ici à l'écran Paul Henkens, qui est le pionnier en Belgique et qui a vraiment lancé cette réflexion sur isoler étanche au vent et à l'air et choisir des matériaux qui vont travailler de façon durable. Et durable, on va même dire soutenable. Le mot anglais sustainable convient parfaitement à la philosophie. Alors, en 1992, c'est la première fois qu'il y a un exposé sur la façon correcte d'isoler dans un bâtiment. Et c'est le début d'un processus très important, donc la création en 2001 de la société Isoproc, dont je vais reparler quelques instants rapidement, y compris production de cellulose. La cellulose n'est certainement pas le seul moyen d'isolation thermique que l'on va pouvoir envisager, mais quand on parle d'isolation thermique par l'intérieur d'un bâtiment, eh bien, ça présente beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors, Isoproc est toujours très actif et on est plutôt, nous, dans les meneurs que dans les suiveurs. Et donc, depuis 2015, on participe à tout ce qui est élaboration des analyses de cycle de vie.
Depuis 2018, nous produisons dans notre propre usine. Donc en 2013, on produit de la cellulose, mais dans un bâtiment relais de la région wallonne. Depuis 2018, nous avons notre propre entreprise et nous avons la toute première déclaration de performance environnementale sur les produits en Belgique. Donc nous sommes toujours dans les groupes de tête, hein, Voorloper ou Frontrunner si on veut le dire en anglais. Mais donc on est toujours dans les précurseurs et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, nous avons quelques marques qui vont être présentées. Célite, c'est un panneau de sous-toiture à l'extérieur et paroi verticale en ossature bois. Enfin, Pardon? Nous avons toutes les membranes d'étanchéité à l'air de la gamme Proklima qui sera une réponse intéressante et complète et notre cellulose à insuffler. Le gros avantage d'un isolant comme celui-ci, c'est qu'il n'a pas de forme prédéterminée au départ. Et quand on va vouloir isoler un bâtiment par l'intérieur, on va de façon générale se trouver avec des situations où les surfaces ne sont pas régulières, ne sont pas planes, voire carrément, on peut avoir des surfaces, des murs qui sont hors plomb avec du fruit, et donc la cellulose, qui n'a pas de forme au départ, va être une réponse très intéressante. Nous avons une série de certificats, d'attestations, de tests qui sont validés, hein, et notamment, on est reconnu comme produit biosourcé en région wallonne, ce qui donne donc des surprimes, des améliorations au niveau des primes. Et on ne va pas regarder uniquement la cellulose sous l'aspect énergétique, hein, on pourrait regarder, tiens, quelle est l'économie d'énergie, quelles sont les tonnes de CO2 qu'on a évité de rejeter dans l'atmosphère, et on va regarder la cellulose de façon beaucoup plus large avec le système Totem, qui est donc un système d'évaluation environnementale, mais beaucoup plus large que uniquement l'aspect énergétique. Et on va tenir compte, par exemple, de l'eutrophisation des sols, de l'occupation du terrain, de toute une série de choses beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes que uniquement l'aspect énergétique. C'est terminé pour la présentation des produits. On va reparler maintenant directement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, des matériaux de qualité que nous pouvons vous proposer. C'est très bien, mais ça ne fait que 25 ou 30 de la réponse. 75 de la réponse, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Et donc là, c'est vraiment intéressant pour tout le monde avant d'entreprendre un projet de rénovation, de transformation, d'amélioration. Il faut vraiment avoir une vue complète de l'objectif que l'on veut atteindre et avoir une vue complète du point de départ. Quand on est en rénovation, ben, on est évidemment tenu par ce qui existe déjà et on doit analyser et dire, tiens, ça, je le garde ou je ne le garde pas. Et il y a toute une partie d'expertise et d'analyse au départ qui est évidemment très, très importante pour obtenir réellement le résultat que l'on s'était fixé. Donc, nous faisons beaucoup, beaucoup de formations. Chez Isoproc, on vend des produits, OK, mais ce qui est intéressant, c'est de former des gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de façon depuis très longtemps et encore pour très longtemps. On veut vraiment aider toutes les personnes qui le désirent à prendre connaissance des différents choix possibles. Donc, on a des formations pour des professionnels, on a des formations pratiques, des formations théoriques, et on a aussi tout un service d'assistance aux entrepreneurs et aux architectes. Disons qu'on ne s'adresse pas directement aux personnes privées parce que là, il y a un travail de formation et on vous invite, si vous êtes intéressé, à venir d'abord suivre une formation chez nous. Et puis, évidemment, après, vous avez accès à notre service technique aussi. Très important, actuellement sous-évalué très nettement en région wallonne, vérifier la qualité de ce que l'on a réellement construit. Par exemple, en région wallonne, le test d'étanchéité à l'air n'est toujours pas recommandé ou conseillé et encore moins obligatoire. Or, on est tous d'accord que quand on fait un bâtiment, avant de vous raccorder votre installation électrique au réseau électrique, eh bien, on vérifie la conformation de votre installation électrique et c'est devenu normal. Eh bien, pour moi, faire un test d'étanchéité à l'air, c'est du même ordre. Et donc, ce serait tout à fait logique sur des transformations, des bâtiments importants, et en tout cas en bâtiment neuf, ce serait tout à fait logique de réaliser un test d'étanchéité à l'air. On va en reparler dans quelques instants. Donc, voici l'ensemble des services que nous vous proposons. Alors, tout le monde veut un bâtiment confortable, tout le monde désire un bâtiment économe et on a besoin
de vivre dans des bâtiments qui soient salubres, qui soient sains. Alors, quand on emploie le terme d'économe, on va le définir de façon un petit peu plus large que juste dire, ben, je regarde le prix total et je prends le moins cher. Ça, c'est acheter du produit blanc. Ce n'est pas réellement quelque chose d'économique. Donc, chaque fois que je vais employer le mot économique, moi, il y aura sous-entendu prix d'acquisition ou de construction ou de transformation de l'objet immobilier, plus frais de fonctionnement pendant 8 à 10 ans, et troisième point, valeur de revente éventuelle. Et si vous additionnez ces trois façons de voir, donc acquisition, fonctionnement, valeur de revente, ce n'est jamais la maison la moins chère qui est la plus intéressante. Et donc ça, c'est vraiment un point de départ. On ne va pas chercher à faire du bon marché, on va chercher à faire de l'efficace pour très longtemps. Et quand on veut ce bâtiment confortable, on va devoir commencer par l'isolation thermique, simplement parce que nous sommes un animal à sang chaud. Notre température de fonctionnement, c'est 36,8 et on a besoin d'être dans un environnement qui va nous convenir. On va revoir ça sur l'image suivante. Le deuxième point, c'est que nous devons ventiler. Nous sommes le premier pollueur de nos espaces de vie. Nous prenons de l'oxygène, nous rejetons du CO2. Eh bien, si nous sommes dans un local fermé, nous avons besoin de ventiler. Mais on veut ventiler de façon économique. Je vous rappelle qu'on veut faire des économies. Donc, on veut ventiler juste comme il faut et on va dire, ben, si j'ai une classe avec 25 élèves ou si je suis tout seul dans une maison de 100 mètres cubes, le calcul est différent. Et donc, pour faire une ventilation qui soit vraiment adaptée aux besoins, on doit commencer par avoir une enveloppe étanche à l'air. Il n'y a aucune opposition entre ventilation et étanchéité à l'air. Au contraire, il y a un prérequis. Pour ventiler d'une façon organisée et programmée, je dois avoir construit d'abord une enveloppe étanche à l'air. Et si on prend par exemple une coupe comme ici, avec un bâtiment, on va d'abord regarder la partie de gauche. On a construit en Belgique pendant des dizaines d'années ce type de construction, un mur porteur, une lame d'air, une brique de parement. Et quand il fait -10 à l'extérieur, avec une température à l'intérieur, grâce au système de chauffage que nous avons pu amener à 22 degrés, eh bien, la surface du mur non isolée, elle est froide. On est à peine à 11 degrés. Et l'habitant, qui est la partie la plus chaude de cette image, hein, c'est lui qui est à 37 degrés, c'est toujours le corps chaud qui transmet de l'énergie vers le corps froid. Eh bien, si vous avez un mur froid, le rayonnement partant du corps chaud vers le corps froid est important. D'où l'importance de mettre de l'isolation thermique dans une construction. Alors, vous mettez de l'isolation thermique comme ici, par exemple, on peut constater directement que la température du mur à l'intérieur, dans les mêmes conditions de température extérieure que ce qu'on avait à gauche, nous sommes dans une situation beaucoup plus confortable. On a maximum 4 degrés d'écart, idéalement ne pas dépasser 4 degrés d'écart en température intérieure de la paroi et température de l'air. Donc ça, c'est pour notre confort, réduire l'écart de température entre l'air intérieur et la paroi. Maintenant, faisons un zoom arrière, on recule de 100 mètres ou de 50 mètres, et on voit donc cette maison qui se trouve dans son jardin, dans son environnement campagnard, par exemple. Le corps chaud donne au corps froid, donc tout l'extérieur est à -10, la maison est à 22 degrés. Est-ce qu'on veut que la maison soit le radiateur du jardin? Non, évidemment. Donc, nous allons travailler sur l'isolation thermique du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment le premier point de départ. On va travailler. Alors, avantages et inconvénients de l'isolation par l'intérieur. On va en mettre toute une série, hein. Aspect extérieur maintenu, réalisation sans échafaudage, risque de condensation interne, gel, efflorescence. Bon, vous aurez le temps de les relire tous. Et on va mettre un cadre vert autour de tout ce qui est plutôt positif, notamment pas besoin de permis d'urbanisme, pas besoin de modifier le débordement des toitures, puisque on va travailler par l'intérieur du bâtiment. Par contre, on va mettre un cadre rouge autour de tout ce qui est plutôt négatif ou carrément négatif. Et un des risques principaux que l'on va avoir quand on choisit d'isoler par l'intérieur, c'est de modifier l'équilibre, hein. On a un bâtiment qui est là depuis 100 ans, 200 ans, on décide de l'isoler
par l'intérieur et on va donc à ce moment-là modifier un équilibre qui était déjà présent. Et là, il faut être très prudent et on va devoir faire attention à tout ce qui peut amener des problèmes au niveau de cette gestion de la vapeur d'eau. Alors, ce résumé, je suppose, ma présentation pourra vous être distribuée par la suite, hein, je présume. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de lire tout, vous aurez l'occasion de retrouver ça un petit peu plus tard. Donc, nous sommes devant un choix. On a décidé, ben, cette paroi-là, malheureusement, je n'ai pas l'occasion d'isoler par l'extérieur, hein. C'est toujours le premier choix, hein. Si vous pouvez isoler un bâtiment par l'extérieur, c'est toujours mieux que d'être contraint à isoler un bâtiment par l'intérieur. Mais typiquement, une façade qui donne sur la voie publique, une façade à rue, ben oui, on sera obligé de le faire par l'intérieur. Pour pouvoir envisager un travail d'isolation thermique, on a un prérequis, c'est qu'il ne faut pas de remontée capillaire et il ne faut pas d'apport d'eau venant de l'extérieur. On peut résumer ça à il nous faut un chapeau et des bottes. Si vous n'avez pas des bottes, donc s'il y a de l'eau qui peut remonter par la fondation, par l'absence de fondation, envisagez d'isoler par l'intérieur un bâtiment avec des remontées capillaires, ne le faites pas. Ça ne fonctionnera pas. Si vous avez de l'eau qui peut arriver par l'extérieur jusque contre votre mur, contre la face intérieure de votre mur, n'isolez pas par l'intérieur. Donc voici par exemple une photo d'un mur. Nous sommes à l'extérieur d'un bâtiment. Ce mur a été à une époque peint. Il était peint de façon complète avec une peinture non ouverte à la diffusion de vapeur. On envisageait de travailler par l'intérieur pour améliorer l'isolation thermique. Ce mur donne sur la voie publique. Eh bien, on a décapé, on a fait sabler l'ensemble de la façade. On a enlevé, bon, il reste un petit peu des éléments de peinture, mais avec de la terre cuite capillaire, ça fonctionne. Et donc, on a décapé complètement le mur et on a refait un jointoyage. Et là, de nouveau, travailler avec de la chaux plutôt que du ciment Portland est toujours un point positif. Donc, le but, c'est rendre ce mur imperméable à l'eau liquide, mais le garder le plus ouvert possible à l'eau vapeur. Et donc, ça, les hydrofuges actuels sont tous normalement dans cet objectif de se fermer à l'eau liquide, rester ouvert à l'eau vapeur. L'eau liquide, l'eau solide, l'eau vapeur, c'est un deuxième point très important. En permanence autour de nous, l'eau est en train de changer d'état et vous avez tous vu ce matin de l'eau liquide, hein, pour le café, pour se laver. Vous avez probablement vu de l'eau solide si vous avez ouvert la porte de votre congélateur et de l'eau vapeur, on en a tout le temps. Alors, ce n'est pas le nuage. L'eau vapeur, elle est là, c'est le bleu. Elle est invisible, l'eau vapeur. Quand vous avez le nuage, nous sommes avec une telle accumulation d'eau que finalement, cette vapeur redevient pratiquement de l'eau liquide. Donc, elle n'est pas encore agglomérée, donc elle est encore très légère, elle reste en l'air. Mais dès qu'on va faire passer un élément dedans, eh bien, c'est le début de la pluie, hein. Donc, l'eau vapeur, elle est présente autour de nous en permanence. Et par exemple, si on regarde le sillage ou la trace que laisse un avion dans le ciel, on parle bien de traînée de condensation, hein. L'avion, c'est un espèce de gros entonnoir. On prend des centaines de milliers de mètres cubes de vent, on les concentre, et donc toute la vapeur d'eau se retrouve mise au même endroit et devient visible. Donc, les changements d'état de l'eau sont très importants et on va relier ça avec encore une caractéristique supplémentaire, c'est qu'en fonction de la température, l'air peut transporter plus ou moins de vapeur d'eau. Et on a pris par exemple ici une nuit à -10 du côté de chez moi, hein, la baraque Michel, Jalais, où on va aller chercher une température de 25 degrés par exemple, comme on a eu hier, comme on aura encore dans le courant des jours qui viennent. Et on va voir qu'en fonction de ça, nous allons transporter, l'air peut transporter plus ou moins de vapeur d'eau et nous parlons de grammes de vapeur d'eau par mètre cube d'air. Nous sommes un animal à sang chaud. Nous cherchons environ 20 degrés au niveau de la température autour de nous. Je vous rappelle que c'est température de l'air, mais aussi température des parois. Et un deuxième paramètre physiologique important pour nous, c'est que nous avons besoin d'environ 50% d'humidité relative. Donc, si nous prenons de l'air à 20 degrés,
Voilà, de l'air à 20 degrés pourrait contenir à 100%, donc ce serait un autocar dont toutes les places sont occupées, on mettrait 17 personnes dans cet autocar, eh bien on nous dit non, 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 on va rouler avec un autocar à moitié vide, donc nous allons nous trouver dans une situation où nous aurons ici 20 degrés et environ 9 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. Physiologiquement, d'un point de vue confort, pour nous, c'est très bien. Mais que se passe-t-il dans ma maison si j'ai à l'intérieur la température de confort et l'humidité désirée, et pendant ce temps-là, il fait 0 degré, par exemple, à l'extérieur. Ben, corollaire du 0 degré, c'est maximum 4 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. Donc, mon autocar de 17 places, il s'est transformé en une voiture, pas très grosse, 4 personnes maximum à l'intérieur. Le problème, c'est que si vous avez de l'air qui s'échappe de votre bâtiment, de l'air qui contenait 9 grammes de vapeur d'eau par mètre cube, il arrive dans de l'air qui à l'extérieur dit, hé les gars, moi je ne prends que 4 passagers, hein, pas 9. Eh bien vous avez un phénomène de condensation. Nous avions une certaine quantité d'humidité dans l'air, c'était très bien à l'intérieur, ça s'échappe à l'extérieur et l'air dit, non, non, moi je ne veux pas transporter tout le monde, vous avez un problème d'humidité. On regarde ça sur l'image comme ça ici. Voici mon climat de confort désiré. 20 degrés, 9 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. À l'extérieur, différence 0 degré, 4 grammes de vapeur d'eau par mètre cube. La nature qui n'aime jamais les déséquilibres essaye de compenser. Et donc, la chaleur va tenter de sortir, eh bien, nous allons mettre de l'isolation thermique. Et voici par exemple l'isolation thermique côté chaud intérieur du mur. Nous allons mettre l'isolant à l'intérieur. On pourrait le mettre dans l'épaisseur du mur et si je descendais plus bas, on pourrait le mettre à l'extérieur. Le thème d'aujourd'hui, ce sera donc de le mettre à l'intérieur. Mais la vapeur d'eau, elle a aussi tendance à vouloir partir vers l'extérieur. Il y a plus de pression de vapeur dedans que dehors. Eh bien, nous devons contrôler la vapeur d'eau avec un pare-vapeur continu qui va suivre la totalité du parcours. Et donc, toute notre maison, nous devons considérer ça comme une montgolfière, elle doit être étanche à l'air. Et donc, nous avons besoin d'empêcher la vapeur d'eau de partir. Il n'y a que deux méthodes pour la vapeur d'eau partir à l'extérieur. Il va y avoir une méthode un petit peu brutale et il y aura une méthode beaucoup plus veloutée. La méthode veloutée, c'est que la vapeur d'eau va progressivement traverser toutes nos couches. On va dire un petit peu comme une chambre à air de voiture qui serait poreuse. Bon, il n'y a plus beaucoup de chambres à air dans les voitures. On va prendre des vélos. On va prendre un vélo dont la chambre à air serait légèrement poreuse. Eh bien, vous roulez tous les dimanches. Ben, tous les dimanches, vous devez regonfler vos pneus avant de partir. Mais vous pouvez rouler 2, 3 heures sans aucun problème. Eh bien, le phénomène de diffusion, c'est traverser les différentes couches de matériaux en allant progressivement de la haute pression de vapeur vers la faible pression de vapeur. On va appeler ça la diffusion. Nous avons malheureusement une autre méthode, beaucoup plus brutale. Vous roulez sur un clou et à ce moment-là, votre chambre à air se dégonfle instantanément. Et par exemple, on peut avoir ce phénomène au niveau d'un raccord entre partie verticale et toiture, mais aussi par exemple entre la couche d'enduit sous un plancher et la couche d'enduit au-dessus d'un plancher. Si elle n'est pas continue, si on n'a pas mis en place un élément qui rejoint ces deux couche d'enduit généralement étanche à l'air par elle-même, mais si elle n'est pas continue, eh bien là, vous avez un problème de convection. Et ça, c'est la grosse différence. On va pouvoir organiser et maîtriser la diffusion. Ce sera indispensable pour avoir un effet durable au niveau de notre isolation thermique, mais il faut surtout éviter les phénomènes de convection. Donc, diffusion, chambre à air poreuse, OK, on peut rouler avec. Convection, chambre à air crevée, ça ne fonctionne plus. Et donc, c'est du côté chaud intérieur que nous allons devoir placer cet écran qui va nous permettre de réguler la vapeur d'eau. Alors, comment est-ce que nous allons mesurer la diffusion? L'unité que l'on emploie ou le symbole que l'on emploie, c'est mu, hein, qu'on va chercher dans l'alphabet grec, et on compare en fait tous les matériaux. On prend l'air qui vaut 1 par définition, donc c'est l'air qui transporte la vapeur d'eau, et on va comparer tous les autres matériaux par rapport à l'air. Et pour revenir dans un système qu'on puisse visualiser, on va dire c'est comme une couche d'air de 5 cm, 20 mètres, 200 mètres. Et si je mets ici une série de matériaux, par exemple,
une membrane de sous-toiture. On n'aura pas besoin de ça aujourd'hui, hein. Une sous-toiture, ben voilà, vous avez des valeurs μD très faibles. C'est comme 2 centimètres de couche d'air ou 10 centimètres de couche d'air. Par contre, un mur en briques, eh bien, nous sommes déjà à 2,25 m de couche d'air. Donc, on a pris 30 centimètres de briques. Une valeur mu qui est moyenne, hein, donc je ne dis pas que toutes les briques valent 7,50 m, hein, mais on va une valeur moyenne, mais ça dépend de l'argile, ça dépend de la cuisson, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et on va comparer avec toute une série d'autres matériaux. Voici par exemple ce que nous appelons, nous, un frein vapeur. Eh bien, on voit bien que ceci freine plus la vapeur d'eau à une couche d'air de 7,50 m ou un couloir de 7,50 m à traverser pour de la vapeur d'eau. Ben, c'est plus long qu'un couloir de 2,25 m ou un couloir, on ne parle plus de couloir, pour 2 centimètres. Et on va avoir une troisième catégorie, des pare vapeurs purs et durs. Donc, on aura ici des matériaux très ouverts à la diffusion, on aura ici des matériaux freinants à la diffusion, et nous aurons ici des matériaux bloquants à la diffusion. Si on met ça en laboratoire et on reprend les mêmes conditions, donc 20 degrés à l'intérieur, 50% d'humidité relative, c'est mon climat de confort. Du côté extérieur, donc nous sommes ici à l'intérieur, 14 centimètres d'isolant, et puis de l'autre côté, l'extérieur, -10. Et on va comparer quatre pare-vapeurs différents. Ces quatre pare-vapeurs, ces quatre classes de pare-vapeurs viennent du CSTC ou ETCB, donc le Centre scientifique et technique de la construction, qui, comme tous les organismes en Belgique, a donc choisi maintenant un mot anglais pour se définir, hein. Donc c'est Buildwise. Et nous allons avoir ces quatre classes de pare-vapeur. Et évidemment, si vous avez une couche d'air équivalente beaucoup plus importante dans le classement E4, par rapport à la classe E1, eh bien oui, en effet, la migration de vapeur d'eau va être totalement différente. Donc, je vous ai dit, on doit garder la vapeur d'eau à l'intérieur, il ne faut pas la laisser partir vers l'extérieur, sinon on a des risques de condensation. Ben, le premier réflexe, c'est de se dire, ben, alors, mettons le pare-vapeur le plus parfait, le plus freinant. Eh bien, en réalité, on se trompe. Si vous avez une fente d'1 mm dans votre écran, on bascule, on n'est plus dans un système de diffusion, mais cette fente d'1 mm fait que nous revenons dans un système de convection, et là, nous avons 800 grammes par mètre linéaire de fente. Et donc, le vrai combat, ce n'est pas tant de choisir la qualité du pare-vapeur ici, le vrai combat, c'est je ne veux pas de convection. Et c'est bien sur ça que nous allons devoir travailler si on envisage de pouvoir mettre en place une isolation thermique par l'intérieur. Il faut absolument avoir évité tous les phénomènes de convection. Alors, on a eu le chapeau et les bottes. C'est une image que vous devez retenir et je vous demande de retenir celle de Marilyn sur sa taque d'égout. La convection nous amène des problèmes 10 fois plus importants, 100 fois plus importants, 1000 fois plus importants que les phénomènes de diffusion. Donc, on ne veut pas de convection. Je ne vous ai pas mis l'image. Voilà, elle était sur mon écran, pas sur le vôtre. Donc, on a besoin pour qu'un bâtiment devienne confortable, économe et sain, nous avons besoin de cette couche d'isolation thermique qui va faire le tour complet. Un isolant thermique, c'est de l'air immobile, donc il va nous falloir du côté extérieur une protection au vent, du côté intérieur une protection au niveau de l'étanchéité à l'air. Et si on regarde par exemple le mur ici, on a mis dans ce cas-là l'isolation thermique à l'extérieur de la maçonnerie. Donc la partie blanche ici, c'est la structure. Maçonnerie ou ossature bois, pour le moment, c'est assez égal. Mais ce que vous devez retenir, c'est que entre la peau intérieure, donc AV, c'est l'étanchéité à l'air, et le contrôle de la vapeur d'eau, entre cette couche rouge qui doit être continue et la couche verte qui est l'étanchéité au vent du côté à l'extérieur, jamais de lame d'air non contrôlée. Donc, la totalité de l'épaisseur entre la couche intérieure et la couche extérieure, la totalité de l'épaisseur doit être occupée. Par exemple, ceci n'est pas du tout correct. Donc, c'est une photo piquée sur Internet. L'isolant en matelas a été mis en place dans la construction, mais vous pouvez voir qu'il y a des endroits où il est trop écrasé, il y a des endroits où ce n'est pas complètement occupé. Eh bien, vous allez garder des courants de convection dans ce type de construction. Et ces courants de convection vont toujours nous amener des problèmes. Donc, ça, c'est pas bon.
Ça, photo prise en Belgique, hein, donc c'est pas très loin de Mechelen. Je pense qu'il y a 4 maçons différents qui ont dû faire un concours et dire, tiens, si je rajoutais une couche. Et tout ça, vous avez des lames d'air qui ne sont pas contrôlées, eh bien, vous ruinez votre résultat. Ça ne peut pas fonctionner du tout. On ne veut pas de fuite d'air, on ne veut pas de lame d'air non contrôlée. Pour savoir qu'il n'y en a pas, il faut faire un test d'étanchéité à l'air. Donc, ce test actuellement n'est pas obligatoire en région wallonne. Rien ne vous empêche de faire mieux que la loi. La loi est insuffisante, faites donc mieux que la loi et donc pensez à réaliser. Donc je m'adresse aux concepteurs, hein, architectes, mais aussi à tout le monde. Vraiment pensez sur une rénovation importante ou sur un bâtiment neuf, faire un test d'étanchéité à l'air, ça coûte 500 euros à peu près. C'est vraiment quelque chose de très important. Et le principe, on va donc mettre en dépression en mettant la porte ici à l'intérieur. Et le flux d'air, on a une dépression constante, hein, 50 pascal de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, nous sommes dans ce cas-ci en dépression. Le flux d'air qui est ici, c'est la somme de toutes les petites flèches bleues qui rentrent là-bas. Ces flèches bleues, on sait où elles se trouvent depuis plus de 20 ans. Et dans le cas qui nous occupe, eh bien, un endroit qui va être très important pour nous, c'est au niveau des planchers, par exemple. On a une couche d'enduit à l'intérieur, sur le mur sous le rez-de-chaussée. Donc, vous avez rajouté votre isolation, vous avez construit une peau. Vous avez fait la même chose ici, mais au niveau du plancher, généralement, ben, on n'a pas ouvert. On n'a pas ouvert par en dessous, on n'a pas ouvert par au-dessus. Eh bien, vous gardez un endroit où on a des fuites très importantes. Et si on met ça en évidence, par exemple ici, on a enlevé le plafond et on va constater qu'au niveau des gitages, au niveau des pénétrations, au niveau de doubles pièces de bois comme ici, on a beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Et ça, généralement, ça ne se voit pas. Hein. On a mis dans les avantages de l'isolation par l'intérieur, on a dit on peut faire pièce par pièce. Mais si vous faites pièce par pièce, vous n'avez pas cette vision globale et donc ceci ne conviendra pas. Tout ça, c'est du tirage, hein. On aura des courants d'air et donc ça ne fonctionnera pas du tout. Vous aurez des problèmes. Donc, si vous envisagez de faire de l'isolation thermique par l'intérieur, il faut absolument vous donner la possibilité d'aller voir, tiens, mes têtes de gîtage, de façon générale, hein, on sera avec du gîtage en bois, donc tous les bâtiments concernés par, quand on parle de bâtis anciens, dans 80 ou 90% des cas, nous aurons des gîtages en bois. Donc, il vaut mieux ouvrir, dans un premier temps, recimenter. Vous amenez de l'humidité près d'une pièce de bois, ben, c'est évidemment la pièce de bois qui va capter cette humidité et il faut après laisser sécher et puis remettre par exemple des rubans d'étanchéité ou plus simple, et on peut combiner les trois selon le type d'ouverture, venir travailler avec un isolant liquide, hein, une étanchéité à l'air liquide qu'on va pouvoir venir pistoler et mettre en place. Donc ça, c'est un travail préalable à la pose de l'isolant, bien entendu. Et par exemple, voici le système qui nous permet de faire cette projection. Donc, vous avez un petit pistolet, c'est des saucisses de 600 millilitres. Hein. On branche ça sur un compresseur de chantier 5 bars et demi. Et vous avez ici une bague tournante qui vous permet de faire soit mise en œuvre comme un cordon, soit en tournant la bague, pulvériser et vaporiser. Donc ça, ce sera un point très très important. Si vous envisagez de faire de l'isolation thermique par l'intérieur, il faut absolument maîtriser les courants de convection. Hein, on va revenir 3D en arrière. Imaginez que vous posez de l'isolant thermique ici en dessous, mais vous n'avez rien fait au niveau des gîtages. Ben, vous avez des courants d'air qui passent dans votre épaisseur de plancher, votre plafond, le plancher de l'étage au-dessus. Ben, ils vont évidemment avoir des problèmes. Alors, tout l'été, c'est pas très grave. Mais tout l'hiver, c'est de l'air chaud et humide qui va s'échapper vers l'extérieur du bâtiment. Et donc, qu'est-ce qui va capter l'humidité? Eh bien, ce sont vos têtes de gîtage. Donc, il faut absolument maîtriser l'étanchéité à l'air pour éviter tous ces courants de convection. Hein, je vous rappelle, la diffusion, c'est lent, c'est progressif. On peut s'en accommoder. Il va falloir l'organiser quand même. La convection, c'est concentré, c'est violent au même endroit. C'est intolérable. On ne peut pas l'avoir. Une fois qu'on a mis en place ce qu'il faut au niveau des gîtages, il faudra aussi réfléchir à toute la partie installation
technique. Donc, on avait mis dans les désavantages de l'isolation thermique par l'intérieur que il faut modifier l'installation électrique, il faut déplacer les radiateurs, il faudra modifier l'emplacement des rideaux. Enfin, il y a toute une série de points à prendre en compte. Mais il faut vraiment imaginer que l'installation électrique, on met ici un écran étanche à l'air et qui contrôle la vapeur d'eau. Il n'est pas question de faire passer l'installation électrique derrière cet écran. Donc, il faut prévoir une zone technique où vous allez pouvoir venir installer ça. Ça se voit ici aussi, donc c'est un autre bâtiment, hein. Donc ici, c'est au niveau on a un étage au-dessus, hein. Donc thermiquement, ce n'est pas isolé entre les deux étages, mais par contre, ici, entre chaque partie du gîtage, tout ça est fait. Toute l'installation électrique, de nouveau, se trouve bien du côté chaud intérieur du bâtiment. Rénovation ici qui va jusqu'à rejoindre une partie verticale de mur avec la partie inclinée de toiture. Eh bien, là aussi, il faut absolument faire le tour. Donc, ici, on a une ferme, hein, qui pénètre dans la construction. Il faut absolument rendre étanche à l'air aussi à ce niveau-là. Gros avantage supplémentaire de l'isolation thermique par l'intérieur, c'est que si vous travaillez en même temps votre toiture, eh bien, la continuité ici est aisément réalisable. Par contre, vous perdez la partie inertie du bâtiment, hein. Si on isole tout un bâtiment par l'intérieur, tous les matériaux pondéreux, hein, généralement en maçonnerie que vous aviez au départ, qui jouaient dans la stabilité de la température, donc ce qu'on appelle l'inertie, eh bien, c'est évidemment perdu. Alors, si on résume un petit peu la continuité, vous avez de l'isolation thermique au rez-de-chaussée, de l'isolation thermique à l'étage. Dans ce sens-ci, sur la partie gauche, ici, on est perpendiculaire au gîtage. Nous avons la vision ici, on a fait un quart de tour et on est parallèle au gîtage. Donc, c'est vraiment important de chercher à créer la continuité de l'isolation thermique, ce qui veut dire donc ouvrir les plafonds ou ouvrir les planchers, et très important aussi d'assurer l'étanchéité à l'air à ce niveau-là. Donc sur cette dia en plus, on a renforcé la coupure en cas d'incendie, hein, donc double plaque de plâtre, voire triple plaque de plâtre, selon les exigences, selon le type d'évolution que l'on va faire. Voici encore quelques photos vues de l'intérieur où on a travaillé, notamment ici, hein, toutes les pénétrations de gîtage. Une autre méthode possible, c'est une rénovation de plus grande ampleur, c'est démonter carrément tout le gîtage existant à l'intérieur, de venir replacer une muralière qui est chevillée au mur, et puis avec les goussets métalliques, par exemple ici, reconstituer tout un nouveau gîtage. C'est évidemment une mise en œuvre plus complète, mais ça vous permettra d'avoir un résultat au total plus cohérent. Donc, vous voyez ici, le mur a été complètement décapé au niveau du plafonnage. Et donc, typiquement, sur un mur comme ici, c'est clair que d'arriver avec une insufflation de cellulose va être un gros avantage. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'assurer la continuité de l'étanchéité à l'air. Donc, la muralière a été mise au mur. Nous avons ici sur la muralière un trait de colle continu qui a été fait. Nous sommes en fait au dernier plancher du bâtiment. Donc, en dessous, ça va être les chambres. Ici, au-dessus, on va changer de technique. On va venir coller une membrane. Depuis lors, vous avez la tête de gîtage qui est là. On voit la partie métallique, hein, si je remonte là. Vous avez le trait de colle. On est venu coller par-dessus cette membrane. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on rabat la membrane et en fait, ici au-dessus, on est plus haut que la maison du voisin. Donc, dans ce cas-ci, on va isoler le bâtiment par l'intérieur. Et pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air, vous avez la membrane, on ne la voit pas très bien ici, elle est verte, hein, mais c'est bien cette membrane qui était en attente. On est venu poser la structure pour l'isolation intérieure, et la membrane ici va nous permettre de continuer et de venir rejoindre la toiture. Donc c'est toujours cette même idée. Vous devez arriver à concevoir un bâtiment où le trait rouge qui représente le plan de l'étanchéité à l'air, donc je demande à tous les bureaux d'architectes de choisir le crayon rouge pour dessiner ce plan. Ce serait très bien si dans 3 ans, sur tous les plans d'architecture, tout le monde voyait directement le plan d'étanchéité à l'air, ce serait merveilleux. Et donc ici, le but, c'est bien d'avoir la continuité de ce trait rouge.
On va changer complètement de système. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, on a eu plusieurs fois des ossatures qui étaient remises à l'intérieur d'un mur en maçonnerie existant. On peut présenter une chose totalement différente aussi. On peut travailler ici avec des blocs de béton chaud chanvre. Et donc, de nouveau, le, pardon, le mur originel a été nettoyé, décapé. On vient remonter un nouveau mur devant et vous avez ici un espace entre l'ancien et le nouveau. Jamais de lame d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il faut absolument faire un remplissage intégral, comme vous allez pouvoir le voir ici. Donc, on travaille en montant le mur vertical et par banchage, on vient remplir l'espace qui peut être irrégulier entre le mur d'origine et le nouveau mur. Et vous pouvez voir ici qu'au niveau de l'étanchéité à l'air, on continue, on prépare de façon à pouvoir venir faire le lien entre le châssis de fenêtre, qui lui aussi a été remplacé. Est-ce qu'il faut le remettre au même endroit? Est-ce qu'il faut mettre un autre endroit? Donc ça, on peut en débattre aussi. Mais donc, ce qu'il faut, c'est assurer la continuité. Et dans ce cas-ci, ce qui va assurer la continuité, c'est la couche d'enduit au niveau de l'étanchéité à l'air, couche d'enduit qui va, on va revenir dans quelques instants, qui va quand même passer sur le trumeau ici. On aura quand même du liège en 25 ou 30 millimètres d'épaisseur. Et important aussi, vous pouvez voir ici, on travaille sur le mur de façade. Quand vous avez un mur de refend, ben, automatiquement, ça vous implique un pont thermique qui va rester en place et on conseille, on recommande de reconstruire un mur isolant sur 1 mètre de profondeur. Bon, il y a peut-être moins de calculer que 58 centimètres ou 47 centimètres et demi suffirait, mais il faut en tout cas prévoir quelque chose à cet endroit-là. Je reviens 2 photos en arrière. Nous avons donc une membrane qui a été mise autour du châssis avant de mettre le châssis en place. Et cette membrane va nous permettre de venir rechercher la couche d'enduit à l'intérieur. Donc, de façon générale, l'étanchéité à l'air va être assurée à l'intérieur par la couche d'enduit sur un bloc, comme ici en bloc de béton chaud chanvre, on aura un enduit par-dessus et il faut bien relier, c'est ce que vous allez voir dans toutes ces situations-là, on va relier ça. Donc, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Quel est le type d'isolant que je vais mettre? Est-ce que c'est un isolant en vrac à insuffler? Est-ce que c'est un isolant à maçonner avec branchage derrière? Mais les objectifs restent toujours les mêmes. Le chapeau, les bottes, Marilyn, et tout doit être rempli. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. On va trouver toute une série de dessins qui existent déjà, donc sur notre site, dont vous allez avoir l'adresse dans quelques instants. Vous pouvez aller chercher une série de dessins qui sont déjà pré-résolus et on va toujours travailler avec un système de loupe pour agrandir et pour mettre en évidence les spécificités d'un raccord ou l'autre. Par exemple, ici, si vous regardez le petit trait pointillé bleu et blanc, eh bien, ça, c'est notre isolant, notre étanchéité à l'air liquide qui a été mise en place. Et donc, on a dû, à un moment, ouvrir le plafond. Donc, c'était une toiture existante, toiture en pente existante, et toute cette partie-là n'était pas isolée, tout ça n'était pas isolé. En rénovation, on le fait, et tous ces détails sont agrandis, sont légendés sur notre site. Vous pouvez aller trouver tout ça qui est légendé. Voilà, je vous remercie. Je suis arrivé au bout de ma présentation et je vais voir, vous allez me dire Parfait. comment on fait pour répondre aux différentes Mais, questions. un grand merci, Monsieur Bévier, pour cette présentation très, très pédagogique, au fait, hein, avec des images, notamment le chapeau et les bottes qui sont les préalables de toute isolation par l'intérieur. Non, moi, j'ai besoin qu'on retienne des images, Mais oui, et mais c'est intéressant. Je crois que du coup, ça parle aux gens. Et alors, il y a aussi un maître mot qui me semble important, c'est la continuité de absolument. l'intervention, voilà, qui me semble important. Et voilà, vous remercie en tout cas pour ces explications bien claires et les réponses aux questions et votre présence à notre webinaire. Voilà, merci aux participants d'avoir euh, été présents à cette présentation. Et vous voyez là sur ce que je viens d'afficher, voilà les informations si vous voulez vous inscrire pour les visites inspirantes à Toin et à l'Aube.
où ce sera l'occasion aussi de vous rencontrer et d'avoir quelques explications sur un cas concret et pratique sur le terrain. Voilà, vous y êtes les bienvenus. Merci à tous. Merci, bonne fin Oui, d'après-midi, au oui, au revoir. revoir, merci.